Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Bonjour Patrick, bonjour, comment vas-tu? Mais très bien, et toi? Bah, ça va, c'est vrai que, bon, j'ai failli un peu sauter là tout à l'heure, mais ça va, on fait avec ça, c'est aussi ça lorsqu'on se met en direct, lorsqu'on fait certaines choses. Alors, comment va Paris ce matin? Ah, très bien, une belle journée s'annonce. Oui, et la Macronie? Ah c'est une bonne question. C'est la question suivante. Question suivante. Alors, si tu n'as rien à dire sur la Macronie, hein? Non. En tout cas, hier quand on se séparait, tu nous parlais de documentaire que tu étais en train de réaliser. Et comment ça s'est passé? Ça va? Tu es vers la fin? Très bien. Oui, très très bien. Oui. Nous avançons bien. Oui. Comme je te disais, effectivement, le titre du film, c'est « Nous pouvons nourrir toute l'humanité ». Oui. Et dans le titre, des récoltes extraordinaires sans chimie. Oui. Et avec des légumes géants, et en plus, qui sont excellents. Oui. Donc oui, nous sommes dans le montage de je suis dans le montage de ce long métrage. Oui. Environ combien d'heures? 1 heure, 2 heures? Voilà, je disais effectivement, il y aura deux documentaires d'1h40. Oui. Comme je le disais hier, nous serons ravis de les avoir ici et on va les diffuser ici. Alors. Ah, ce sera avec grand plaisir. Patrick, je te dis déjà, je crois que pour moi c'est une bonne nouvelle. J'ai déjà au moins 4 personnes qui souhaitent avoir tes ouvrages ici. Je pense que on va s'arranger pour que dans les prochains jours, les ouvrages soient disponibles. Moi je dis, je suis ravi. Ça veut dire que le travail que nous faisons n'est pas vain. Je dis au moins 4 personnes de gens qui se signalent. Aujourd'hui donc, on va parler de cet ouvrage, l'arme climatique. La manipulation du climat par les militaires. Patrick, je ne suis pas documentaliste comme toi, je suis pas, c'est vrai que je suis auteur, mais dans un autre sens. Mais je m'intéresse déjà au niveau de la couverture. Je ne sais pas ce que tu penserais, mais les couleurs, je vois, c'est un rouge, le titre. Est-ce que ça a une signification? Je vois, ça doit être comment on appelle encore ça? C'est des loupes? Ah, comment le nom ça m'échappe un peu? Les jumelles. Les jumelles, merci, les jumelles. Est-ce que ça a une signification? Commençons par là. Oui, alors déjà bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de la chaîne. Merci d'être présents. Oui. Oui, pourquoi les jumelles? Parce qu'effectivement, c'est grossir, montrer. Je disais donc que ça fait très longtemps que les militaires s'intéressent au climat et à l'environnement. Oui. Et ça fait plus d'un siècle qu'ils ont commencé à faire des expériences pour modifier le climat ou modifier l'environnement. Alors modifier l'environnement, tsunamis, des tremblements de terre, réveiller des volcans, des ouragans, des choses comme ça. Jusqu'à réveiller des volcans? Oui. Mais sur le plan militaire, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est-à-dire que déclencher un volcan, d'abord, il faut que ce soit quand même des volcans qui soient en activité. Oui. Donc déjà, il n'y en a pas tant que ça sur Terre. Et puis en plus, ça n'a pas beaucoup, militairement, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que réveiller un volcan, par exemple, d'abord, ça aura des conséquences sur toute la planète, puisque si le volcan se réveille et qu'il envoie des particules dans l'atmosphère, en général, on constate une réduction de la température d'un demi-degré à 1 degré. Et ces particules peuvent rester jusqu'à 1 an, voire 2 ans dans l'atmosphère. Ça avait été le cas du Pinatubo, ce volcan qui est aux Philippines. Quand il a explosé, littéralement explosé, il a répandu tellement de particules dans l'atmosphère que ça a voilé le ciel, et pas uniquement au-dessus des Philippines, au-dessus de la planète, du fait des courants aériens, et des scientifiques ont mesuré que la température de la planète avait baissé d'à peu près en moyenne autour de 1% à cette époque. Oui. Alors on va entrer dans le livre, l'arme climatique.
la manipulation du climat par les militaires. Dès déjà les premières par l'introduction notamment, je suis marqué par cette citation de George Orwell. War is war, the only human being is a dead one. War is war, the only human being. Donc pour lui, dans cette citation-là, c'est comme si l'être humain n'est utile que lorsqu'il est mort, lorsqu'il est un cadavre. C'est ça. C'est un... Et pour, en tout cas, ceux qui font ces recherches, ils savent très bien qu'ils vont toucher des populations civiles. Oui. C'est-à-dire que quand sur un champ de bataille, ce sont des militaires contre des militaires qui s'affrontent. Oui. Quand on s'attaque à l'environnement, au climat, c'est indubitement pour infliger des dommages civils aux populations. Oui. Parce que un tremblement de terre, évidemment, ça va faire ce sera une catastrophe environnementale, et là, c'est la population qui en souffrira, qui va mourir en majorité. Mais lorsqu'on analyse cette citation-là de George Orwell, pour ceux qui ne savent pas, c'est un auteur qui a publié, je ne sais pas si dans cet ouvrage-là, 1984, c'était aux deux années 1949, est-ce qu'on n'a pas l'impression, en analysant seulement cette citation, War is war and the only human being is a dead one, on a l'impression que, prime abord, la vie n'a pas de valeur pour ce que tu nous annonces, autrement dit, ce qui va se passer dans l'ouvrage. Oui, bien, si des militaires sont capables de... En fait, on fait de la recherche pour déclencher un tremblement de terre, ils savent très bien que ce sera un dévastateur. Oui. Et donc, en fait, ça contrevient... on pourrait se poser la question en disant, déclencher un tremblement de terre, n'est-ce pas un crime contre l'humanité? Je pose la question, mais la réponse est évidente. Oui, bien sûr. Oui. Crime. Donc cela signifie que des militaires, des scientifiques, qui sont des crimes contre l'humanité. Allô, Patrick? Très bien. Alors, oui. Allons-y. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. Très bien. Donc je disais, voilà. Donc déjà, avant de parler de la manipulation du climat ou de l'environnement, ne serait-ce que l'utilisation de la bombe atomique sur Hiroshima et sur Nagasaki est pour moi indiscutablement un crime contre l'humanité, et en plus c'était inutile puisque l'on sait que les Japonais, en fait les Russes, donc les Soviétiques à l'époque, avaient enfin attaqué le Japon par le nord. Oui. Donc le nord de la Chine, et en fait on le voit dans les déclarations des autorités japonaises autour de l'empereur, c'est quand ils apprennent que la Russie entre en guerre, qu'ils n'ont plus d'autre choix que de capituler, parce que toute leur force, enfin l'essentiel de leur force est concentré dans le sud du pays. Oui. Et les Russes les attaquent par le nord. Et donc ils ne pourront pas faire front à la fois contre les Américains, les Alliés au sud, et puis maintenant l'attaque de la Russie au nord. Oui. Donc en fait l'empereur n'a plus d'autre choix que de capituler. Et donc, donc déjà l'utilisation de l'arme atomique est indiscutablement un crime contre l'humanité. Mais pendant que tu en parles, Patrick, on dit que les États-Unis ont toujours fait dans la récupération, en fait, que ce soit au niveau de la victoire sur l'Allemagne nazie, on l'attribue surtout à la Russie, que ce soit maintenant tu nous parles du Japon. En fait, certains disent que les États-Unis n'ont jamais gagné une guerre, au contraire, ils ont fait dans la récupération. Est-ce que le fait de larguer la bombe atomique pendant que les Russes entrent par le nord, c'était pas une manière pour eux de faire encore la récupération? Si, exactement. C'est pour donner un avertissement ou une leçon en disant voilà ce que nous sommes capables de faire, voilà ce dont nous disposons. Oui. Et oui, on entend que en Europe et enfin en Occident que sans les Américains nous parlerions allemand. Oui, mais surtout c'est sans les Russes. Enfin, je veux dire, c'est une. Et d'ailleurs, ce qui est, je trouve, ce qui est terrible, c'est par exemple, le Parlement européen, les autorités européennes, donc la Commission européenne et le Parlement européen essayent de gommer l'histoire en
en fait, c'est tout juste si la Russie n'avait... alors, d'ailleurs, c'est même pas tout juste. Il y a même un texte qui a été voté par le Parlement européen disant que les Russes et les Allemands étaient responsables à parts égales de la Seconde Guerre mondiale. Wow. Eh bien non, les Anglais, les Français, dans les négociations, enfin Chamberlain, Daladier, dans les négociations avec Hitler, les négociations, enfin où le résultat des négociations conduit inévitablement à la guerre. Oui. Donc dire que la Russie est à moitié responsable de la Seconde Guerre mondiale, c'est travestir la réalité, parce qu'en fait, les Russes sont allés jusqu'à Berlin. C'est eux qui ont... D'ailleurs, j'ai trouvé que pour l'anniversaire d'Auschwitz, du camp d'Auschwitz, je trouve c'est profondément regrettable et c'est même une faute de ne pas avoir invité la Russie, qui a pourtant libéré le camp d'Auschwitz. Donc je trouve que de ne pas les avoir invités pour une commémoration aussi importante, et puis on oublie que la Russie a eu 27 millions de morts. 27 millions de morts, c'est une tragédie. Enfin, je veux dire, aucun autre pays n'a payé une telle, alors évidemment à part l'Allemagne, hein, je veux dire, mais dans les forces alliées, personne n'a payé un tel prix en termes humains, personne. Alors, Patrick, je rappelle aux auditeurs que c'est depuis hier que nous recevons Patrick Pazin, éditeur, documentaliste, écrivain, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, nous avons pourquoi il y a l'écho? Nous avons ces ouvrages ici. Patrick, je peux me poser la question. Quelque chose se passe aux Jeux Olympiques de Pékin 2008. La Chine déclare, commençons par là, que la Pologne ne perturbera pas les Jeux Olympiques. Oui. Alors, on l'ignore, mais il y a au moins une trentaine de pays, selon les données de l'Organisation mondiale météorologique, oui. Il y a au moins une trentaine de pays qui pratiquent la modification du climat, c'est-à-dire que alors à des fins civiles, hein, c'est-à-dire que, par exemple, faire de la pluie pour lutter contre la sécheresse, oui. ou favoriser les récoltes. Et donc, en fait, la Chine, en 2008, avant les Jeux Olympiques, déclare ils ont fait en sorte il n'y aura pas de pluie au moment des Jeux Olympiques, parce que ce qu'ils feront, c'est que ça s'appelle ensemencer les nuages. Ils mettront... alors, il y a différents produits. Le plus ancien, c'est l'iodure d'argent, qui est d'ailleurs encore utilisé. Le principe, en fait, c'est de répandre de l'iodure d'argent dans les nuages, et ça va générer de la pluie. En fait, ça va les faire pleuvoir au moment où ils vont recevoir il va y avoir un processus chimique qui va se mettre en place quasiment immédiatement. Oui. Donc en fait, en ensemençant les nuages avant qu'ils arrivent sur Pékin, ils pleuvront avant. Et quand ils passeront au-dessus de Pékin, ils auront été vidés de leur pluie. Oui. Et ça, c'est une découverte qui date pendant la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, il y a un scientifique qui s'appelle Vincent Schaeffer, qui travaille à l'époque pour General Electric. Alors, il fait son expérience à un moment pendant l'été à New York, et l'été à New York, il peut faire vraiment très chaud. Il ajoute ce qui s'appelle de la neige carbonique. Alors, la neige carbonique, c'est du CO2, mais qui a été refroidi. Oui. Donc, c'est une forme de neige sèche. Il met du CO2 et il voit la réaction à travers son souffle. Et à ce moment-là, il comprend que, parce que je ne veux pas entrer dans les détails techniques, il comprend qu'en ajoutant de la neige carbonique, et en fait plus tard ce sera de l'iodure d'argent, dans les nuages, ça peut faire pleuvoir. Et donc ils vont faire une expérience au mois de novembre. Ils vont ensemencer un nuage de neige, et il se met immédiatement à neiger des quantités colossales de neige. Oui.
Et donc, on peut dire que pour la première fois avec certitude, les scientifiques ont réussi à intervenir sur le climat. Mais en fait, ça fait très longtemps parce que aux États-Unis notamment, il avait été constaté que lorsque les Indiens avaient besoin de pluie, parce que il faisait trop sec, en général, ils mettaient le feu à la prairie. Et en mettant le feu, le résultat était quasi automatique. Ça déclenchait de la pluie. Alors évidemment dans certaines circonstances, parce que... Oui, je voudrais qu'on revienne sur Pékin, Patrick. Sur Pékin, bien sûr. Sur Pékin. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'a pas plu? Ensuite, que tu nous parles un peu de ces quelques pays qui ont pratiqué les opérations, quelque niveau que ce soit, juste les évoquer. Ce qui m'a marqué là, c'est qu'il y a des pays africains quand même. Ben oui, oui. Tu les as vus, les pays africains qui sont cités? Oui, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Algérie, il y a ce qui m'a surpris, c'est le Burkina Faso, il y a le Congo. Oui. Voilà quelques pays africains le Maroc, qui ont modifié le climat, qui ont fait ton élevage. Oui, c'est ça. C'est encore une fois, c'est tout à fait compréhensible. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une sécheresse, évidemment les populations civiles vont être les premières à en souffrir. Donc il faut trouver les moyens qui vont permettre de déclencher la pluie. Et je trouve ça tout à fait normal que des États, à partir du moment où ils savent que cela peut être une solution, s'y intéressent. Donc oui, des États africains s'intéressent à la modification à faire tomber de la pluie, par exemple. Et ça, c'est pas, enfin, je veux dire, on peut pas moi, je trouve que c'est même souhaitable. Alors après, ça pose de nombreuses questions. Parce que, en fait, si l'on fait pleuvoir à un endroit, les voisins peuvent considérer que c'est leur pluie qui a été, entre guillemets, qui a été prise. Donc, ça peut générer peut-être encore des conflits. Mais en fait, c'est un phénomène très répandu où les États sur tous les continents pratiquent la modification en tout cas, essayent de travailler sur la modification du climat, c'est-à-dire notamment faire tomber de la pluie ou lutter contre la grêle ou contre les ouragans. Vous écoutez la 99.7 RDR, notre invité ce matin, c'est Patrick Pazin qui répond à nos questions depuis Paris. Patrick est un auteur, documentaliste. Alors Patrick, on va un peu entrer dans l'histoire. Hein. Les pionniers de cette histoire, nous avons les Grecs d'un côté, parce que ça ne remonte pas d'aujourd'hui, des gens qui essaient de tirer des flèches en l'air pour faire tomber la pluie. On a des Romains. Nous t'écoutons, Patrick. Oui, en fait, dès l'Antiquité, donc il y a plus de 2000 ans, il a été constaté que après de grandes batailles, alors ce que je dis grandes batailles, c'est-à-dire impliquant beaucoup de soldats, généralement, cela déclenchait de la pluie. Oui. Et alors, à l'époque, ils n'ont pas d'explication. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce serait difficile d'avoir une explication rationnelle et définitive sur le sujet. Mais à l'époque, ils pensent que ce sont les dieux qui sont mécontents de voir les hommes se battre et qui déclenchent la pluie, ou peut-être que les dieux déclenchent la pluie pour laver le sang qui a coulé. Mais ce qui me marque là, Patrick, c'est que les hommes de toutes couleurs, toutes les couleurs, toutes les races ont toujours été superstitieux. Parce que je pensais seulement que c'est les Africains qui essayaient de faire tomber la pluie, les Noirs. Je croyais que c'était les primés de la forêt. Mais lorsqu'on lit ton ouvrage, on constate que c'est le problème de l'humanité, de tous les humains, quelles que soient les races. Exactement. Exactement. Oui. D'ailleurs, c'est ce que je disais hier matin. Ce qui nous relie, ce qui nous rapproche, c'est bien plus important que ce qui nous éloigne. Oui. Et en fait, faire tomber la pluie, je ne vais pas dire que c'est vieux comme l'humanité, mais effectivement, ça date depuis très longtemps. Tu parles des sorciers africains, mais on retrouve la même chose en Asie, en Amérique latine, en Europe. En fait,
l'humanité, c'est toujours... alors, on parle de superstition. Oui. Oui, n'empêche que il y a des résultats parfois. Enfin, on a des témoignages, des traces écrites que certains de ces rituels fonctionnent, génèrent de la pluie. Oui. Dans ton ouvrage, tu dis que Charlemagne avait essayé de mettre fin à cela parce que pour lui, c'est la superstition. Alors, oui, là, à l'époque, en fait, un des fléaux, c'était la grêle. D'ailleurs, c'est toujours la grêle, c'est-à-dire que tous nos amis agriculteurs qui nous écoutent, lorsqu'ils sont confrontés à la grêle, ne peuvent rien faire. Et oui, là, c'est terrible parce que ça détruit les cultures et ça veut dire que la récolte est définitivement perdue. Oui. Et donc, en fait, depuis très longtemps, et donc nous avons des traces. J'ai lu ce document. Donc, sous Charlemagne, on sait que à l'époque, les fermiers mettaient dans leurs champs des mâts, soit en bois, soit parfois en métal, mais c'était pas tout le mât qui était en métal, c'était juste la pointe. Parce qu'effectivement, au 9e siècle, au 8e siècle, le métal coûte évidemment très cher. Oui. Mettaient des morceaux de métal au bout de pics en bois, et parfois ils ajoutaient même des parchemins consacrés de façon à empêcher la grêle de tomber. Oui. Alors, est-ce que ça marche ? Ça, on n'a pas de traces écrites confirmant que ça ait marché. Mais Charlemagne interdit ces pratiques car il les considère comme des superstitions païennes et il faut que l'Église catholique triomphe. Donc, pour que l'Église triomphe, il faut supprimer les superstitions. Oui. Or, en fait, alors, ce que je veux dire peut sembler étonnant, mais après tout, je ne vois pas pourquoi par exemple, des sorciers n'auraient pas la puissance de déclencher de la pluie. Parce qu'en fait, je le disais hier, tout est relié. C'est-à-dire tous les êtres vivants sont reliés, c'est-à-dire que il y a par exemple, pour revenir au film sur nous pouvons nourrir toute l'humanité, on voit incontestablement qu'il peut y avoir une relation entre les plantes et nous, par exemple, et même plus qu'une relation. Tout à fait. Alors, je te pose une question comme ça, on n'est pas dans le point de vue de la pause, là, comme ça, en passant, parce que tu as parlé des sorciers. Tu as déjà vu un sorcier, Patrick? Mais oui. Par exemple, au Mexique, je suis allé à plusieurs reprises au Mexique. Oui. Je suis allé rencontrer un agriculteur qui s'appelle Don José Carmen ou Don José Carmen, si je le prononce un peu plus de façon espagnole. Oui. Qui travaillait qui travaille aujourd'hui, il a plus de 90 ans. Donc, il y a un film sur lui qui s'appelle, qui est très ancien, je pense qu'il a été fait dans les années 80 ou 90, qui s'appelle L'homme qui parle aux plantes. Et Don José Carmen faisait des légumes géants, par exemple des choux de 35 kilos, des maïs de 6 mètres. Oui, ou des oignons de 6 kilos, des choses comme ça. Wow. Et en plus, il avait reçu ce que lui appelle de la part de ce que lui appellent les esprits, la possibilité de faire de la pluie en n'importe quel point de la terre. Et j'ai participé à 2 expériences. Donc j'ai vu les résultats. Donc oui, c'est faire de la pluie, c'est tout à fait possible. Et quand de savoir que des sorciers africains le font, oui, ça ne me surprend pas. Enfin, je veux dire, en tout cas, moi, j'ai pas encore vu ces sorciers africains. Je les ai pas encore vus. J'ai vu certains essayer, mais ça n'a pas du tout donné. Oui. Alors après la superstition. Ça évolue. Nous avons vu les Romains ou les Gaulois qui envoient les flèches en l'air. Oui.
Ensuite, après eux, nous parlons de la superstition avec Charlemagne, qui est interdit. Ça évolue. Maintenant, c'est des cloches. Les cloches, le canon. Est-ce que tu peux nous expliquer l'évolution? Oui. Alors, c'était très... C'est-à-dire que, encore une fois, la grêle est un tel fléau qu'il faut absolument trouver tous les moyens pour lutter et empêcher la grêle de tomber. Donc en fait, pendant quasiment 1500 ans, même quasiment oui, 1800 ans, enfin on va partir depuis Jésus-Christ, à l'époque, ils pensent que de faire sonner les cloches, ça va empêcher la grêle de tomber, parce que c'est le bruit qui va produire un effet. Et il faut attendre la fin du 19e siècle pour que c'est un professeur de géologie italien qui va dire, en fait, quand on tire au canon contre des nuages, parce que c'est ce qu'ils font au 19e siècle, ce n'est pas le bruit qui fait tomber la pluie, c'est la poudre. Et d'ailleurs, nous avons, ça c'est très étonnant, nous avons un jour je lisais les mémoires d'un grand orfèvre de la Renaissance qui s'appelle Benvenuto Cellini. Donc Benvenuto Cellini est né en 1500, il est mort en 1571. Et il raconte dans ses mémoires qu'il allait y avoir une fête pour la réception d'une princesse. Et comme il a vu qu'il y avait de gros nuages noirs qui menaçaient, et dans ce cas-là, ça aurait empêché la fête, il fait tirer au canon, alors évidemment sans boulet, juste la poudre, il fait tirer au canon contre les nuages, et il se vante d'avoir à lui tout seul sauvé la fête. Donc ça veut dire que dès le XVIe siècle, on a un orfèvre qui sait qu'en tirant au canon contre les nuages, ça va les faire pleuvoir avant qu'ils arrivent sur Rome. Et du coup, la fête est réussie puisque les nuages pleuvent bien avant d'arriver sur Rome, et comme ça tout le monde profite du ciel bleu. Oui. Donc ça c'est documenté, donc ça date du XVIe siècle. Oui. Mais et après, alors on fait un bond, mais comme je le disais, on sait que les Indiens aux États-Unis, en Amérique, faisaient brûler la prairie quand ils avaient besoin d'eau, quand la sécheresse était trop importante. Mais j'ai trouvé dans les années 30, ça c'est au Japon, ce sont des fermiers qui demandent à l'armée japonaise de tirer au canon contre le ciel afin de faire pleuvoir. Et ça va marcher. Oui. Les militaires japonais vont tirer plus de 800 cartouches et la pluie arrive le lendemain. Oui. Alors qu'ils sont dans une période de sécheresse. Oui. Donc en fait, il y a un lien entre les armes et le temps. Depuis, ça fait très longtemps en fait que les militaires ont constaté que la guerre, au sens large, pouvait induire de la pluie ou principalement induire de la pluie. Oui. Parce que notamment pendant les guerres, il y a eu plusieurs guerres des États-Unis contre le Mexique au 19e siècle. Et les carnets militaires, c'est-à-dire que ceux qui sont chargés de noter tout ce qui s'est passé pendant la bataille, constatent que la plupart des batailles sont suivies de pluie. Or, les guerres contre le Mexique se font évidemment au sud des États-Unis et au Mexique, donc dans des régions qui sont très chaudes, qui sont soumises parfois à la sécheresse qui dure des années. Oui. Et donc ils sont très étonnés de constater que certaines batailles, donc qui se font au canon et à l'arme à feu, déclenchent de la pluie dans les heures qui suivent. Oui. Et ça ne se produit pas une seule fois, ça s'est produit plusieurs fois. Et alors donc il y a un ancien militaire, alors qui lui n'était pas présent dans ces guerres contre le Mexique, va analyser donc tous les carnets militaires qui sont d'ailleurs encore aux archives à Washington, et va passer une annonce dans la presse
pour retrouver des soldats qui étaient présents pendant ces batailles, afin de recueillir leurs témoignages. Oui. Et donc là, nous sommes en 1871, et là, effectivement, il va publier un livre qui montre que la poudre, en fait, tirée au canon, au fusil, donc la poudre peut générer de la pluie. Et d'ailleurs, puisque le sud des États-Unis est soumis à la sécheresse, il va proposer un plan au gouvernement fédéral de façon à investir pour déclencher de la pluie. Oui. Et le gouvernement va refuser, sauf qu'en 1891, ils vont faire une première tentative. Alors c'est très étonnant parce que quand on lit les journaux de l'époque, alors il y a ceux qui disent ça a marché, ça a très bien marché et ça générait de la pluie. Oui. Et puis de l'autre côté, il y a des journalistes, je me souviens notamment un journal qui s'appelle American Scientific, qui dit que en fait ça n'a pas du tout marché. Et le principe était le suivant. C'était de mettre... Est-ce que là, à ce niveau, on entre déjà dans la chimie, Patrick, on entre dans la chimie? Parce qu'on... Oui. Alors, en fait, non, on aura la chimie alors, en fait, si on commence à avoir de la chimie, mais pas au niveau militaire. Là, le principe... qui vont utiliser donc en fait le gouvernement fédéral, le Congrès des États-Unis va accorder $10,000, ce qui à l'époque est une somme très importante. Oui. Va accorder $10,000 en 1891 pour faire une tentative pour déclencher de la pluie au Texas. Oui. Parce que dans cette région du Texas, il y a une sécheresse qui dure depuis plusieurs années, et en fait le principe est le suivant, c'est de mettre des explosifs à bord de ballons volants, on va dire des montgolfières, et de les faire exploser en l'air, et donc ça déclenchera la pluie. Parce qu'en fait, le principe c'est le suivant, il y a des nuages, donc il faut les faire pleuvoir, pas quand eux décident de pleuvoir, quand nous décidons que nous avons besoin de pluie. Oui. Donc c'est pour ça que à cette époque, en 1891, ils font cette expérience de faire exploser des charges dans les nuages de façon à déclencher la pluie. Et en fait, manifestement, ça n'a pas marché. Le Congrès fera une deuxième tentative l'année suivante, en 1892, mais c'est pareil, ça ne marchera pas. Est-ce à ce moment-là que ces gens-là commencent à être appelés, par exemple, les sorciers de la pluie, les rois de la pluie? Voilà, alors, effectivement, nous sommes aux États-Unis, donc forcément, tout est business, oui. Tout est matière à faire de l'argent. Et donc, on va commencer à voir à cette époque, donc en 1890 et ensuite, des... Rainmakers, c'est ça qu'on appelle les rainmakers? Voilà, c'est ça, des rainmakers, oui. Des faiseurs de pluie, oui. Qui vont prétendre pouvoir faire la pluie. Oui. Et la plupart sont très... Je dis la plupart parce qu'il y en a... mais par exemple, en 1891, rien que dans une ville du Kansas, il y a 3 sociétés qui se créent, oui. Dont l'objet social, c'est de déclencher la pluie. Oui. Et donc, ces rainmakers, il y a notamment... l'un d'entre eux qui s'appelle Frank Melbourne. D'ailleurs, j'ai acheté une vieille lettre qui date de 1890 ou 1891. C'est dans le Nebraska qui, à ce moment-là, a subi une importante sécheresse. Tu l'as acheté à combien, Patrick? Tu l'as acheté à combien? Pas très cher, puisque qui ce genre de sujet peut intéresser, en fait. Je le dis, Patrick, parce que je suis auteur. Et parfois, pour publier un ouvrage, vous dépensez beaucoup d'argent, parfois des centaines de mille, pour que quelqu'un puisse avoir la connaissance dans un seul ouvrage. En général, le lecteur ne connaît pas le prix qu'a payé l'auteur pour lui servir un ouvrage comme celui-ci.
Ah ben, là, en fait, c'est très simple. Comme ça n'intéressait personne, j'ai payé cette lettre que moi je trouve historique. Oui. Je l'ai payé $5. Oui. Donc, tu vois, c'est pas très cher. Et pourquoi je la trouve historique? Parce qu'en fait, c'est un homme qui écrit à sa fille une lettre sur recto verso. Oui. Il lui dit qu'il y a une importante sécheresse. Ils ont fait appel à un de ces rainmakers qui s'appelle Frank Melbourne, oui. qui est venu. Donc, ils ont déclenché des tirs au canon. Et que le soir même, des nuages sont arrivés et il a commencé à pleuvoir. Et donc, je trouvais très intéressant d'acheter cette lettre. J'ai d'autres documents de l'époque qui montrent ce qui se pratiquait, notamment d'un autre rainmaker qui est très étonnant, qui s'appelle... Allô? Charles Mallory, parce que je ne sais pas de lui que tu parles, parce que lui, son histoire oui, voilà. m'a beaucoup intéressé, Charles Mallory. Voilà, alors Charles Mallory Hatfield, alors c'est un... alors lui, il est né dans le Kansas, enfin d'ailleurs peu importe, donc c'est un Américain. Oui. Son métier, il est représentant en machine à coudre. Oui. Donc il travaille pour Singer, tu sais les machines à coudre Singer. Et puis à côté des machines à coudre, il va développer une technique où il mélange, selon ce qu'il a dit, 23 produits chimiques. Alors oui. On ne sait pas lesquels, hein. Il n'a jamais dit, même avant sa mort, on ne sait pas, il n'a pas révélé son secret. Donc, il dit avoir mis au point une formule qui comprend 23 produits chimiques. C'est une substance, cette composition, il la met dans un réservoir. Et quand il ouvre le réservoir, elle va se répandre dans l'atmosphère et ça va générer de la pluie. Oui. Et donc, à l'époque, ces rainmakers sont très astucieux parce qu'en fait, ce qu'ils proposent aux fermiers, c'est de faire un essai et les fermiers ne paieront que si la pluie tombe. Si la pluie ne tombe pas, les fermiers ne paieront rien. Oui. Alors, comme le sud des États-Unis, à l'époque, est touché par d'importantes sécheresses, évidemment, les fermiers vont dire oui, puisque ce sont des conditions très favorables, c'est-à-dire que, en fait, de payer au résultat, s'il y a de la pluie, on paye, s'il n'y a pas de pluie, on ne paye pas, c'est un bon deal. Oui. Et donc, lui, il va avoir comme ça de nombreux contrats. D'ailleurs, j'ai trouvé une photo originale où on le voit dans des plantations au Honduras, où il a été appelé pour générer de la pluie. Oui. Et en fait, ce qui va le faire entrer dans l'histoire alors il faut dire aux auditeurs qu'il y a plus... Allô, Patrick? Oui. Oui. Aux auditeurs qu'il y a plusieurs de ces photos hein, dans ton livre. Oui. Je vois ces photos oui. Ici avec ce qu'on appelait un képi. Je vois ces essais. C'est un livre vraiment extraordinaire oui. Qu'il faut avoir à tout prix. Hein. Et donc, je vais prendre juste un exemple. Il va déclencher une catastrophe. Alors, il passe un contrat avec la ville de San Diego, en Californie. La ville de San Diego subit une sécheresse et ils ont construit un barrage, mais le barrage est rempli même pas au tiers. Oui. Et donc, lui propose de faire de la pluie pour remplir le barrage. Oui. Et donc, le contrat prévoit la chose suivante. Donc là, nous sommes en 1915. Le contrat prévoit que s'il réussit à remplir le barrage, il sera payé. S'il ne remplit pas le barrage, il ne touchera rien. Oui. Donc, le contrat est passé et il commence les opérations, je me souviens plus si c'est le 1er ou le 2 janvier, en tout cas 1916, en tout cas au tout début de l'année, au tout début du mois de janvier. Et la pluie commence à tomber sans arrêt. Il va pleuvoir quasiment pendant 10 jours. Oui. Pardon. Donc il va pleuvoir quasiment pendant 10 jours. Ça va avoir des conséquences terribles parce que ça va générer des inondations avec déjà quelques victimes et des destructions d'infrastructures, des destructions de fermes, de champs,
de maisons. Enfin, c'est déjà c'est une catastrophe. Oui. Et à ce moment-là, lui est sur sa montagne dans les collines à faire de la pluie, donc il est injoignable. Le conseil municipal de San Diego lui envoie des stagiaires pour lui dire d'arrêter tout de suite parce que ça crée des dégâts colossaux. Et lui va dire non, je continue, puisque le barrage n'est pas encore rempli. Rempli, oui. Puisqu'il voulait son argent, $4 000. C'est ça, exactement. J'arrêterai quand le barrage sera rempli. Oui. Et donc, il continue les opérations. Sauf qu'à un moment, effectivement, le barrage sera rempli, mais il aura généré tellement d'eau en aval qu'il y a un barrage qui va se rompre et l'eau va déferler sur la vallée. Et j'ai acquis une carte postale de l'époque où on voit il y a de l'eau partout. Oui, j'ai la carte postale, je l'ai sous mes yeux, dans ton livre. Voilà. Oui, je l'ai sous mes yeux. Tu as vu? Oui. Et j'ai même vu, on a quelques vidéos de l'époque, quelques films de l'époque, où on voit on voit la catastrophe avec des fermes en bois qui flottent sur l'eau, qui sont emportés par l'eau. Et donc, cette histoire va se terminer de la façon suivante. Donc, on estime qu'il y a eu à peu près une 50aine de victimes. Donc, lui demande son argent, puisqu'il a rempli sa part du contrat, puisque le réservoir est rempli. Et le conseil municipal dit, d'accord, on te paye les $4 000, mais tu rembourses c'était $10 000. Oui. Voilà, tu rembourses mais tu rembourses tous les dégâts. Et là, il y en a pour des millions de dollars, évidemment. Donc lui, il refuse en disant que ce n'était pas prévu au contrat. Et ça va générer à peu près 20 ans de procédure jusqu'à la Cour suprême. Et il va perdre le procès. Oui, c'est ça. En fait, en 1938, la Cour suprême juge que faire de la pluie est je le dis en anglais, est un act of God. Mmh. C'est un acte de Dieu. Oui. Donc, en fait, il n'a pas touché la prime qui lui était promise, puisque la pluie est un acte de Dieu. Oui. Donc ça, c'est 1938. Et donc, très rapidement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, Vincent Schaeffer, quelques années plus tard, va mettre au point sa découverte. Et comme je le disais, General Electric va faire un essai, donc ils vont louer un petit avion. Ils vont mettre de la neige carbonique dans un nuage. Et le nuage va se mettre à neiger quasi immédiatement. Oui. Mais en fait, nous avons des traces d'autres expériences de ce genre. Par exemple, c'est toujours dans les années 30, il y a un professeur hollandais qui va répandre à partir toujours d'un avion, il va répandre du sable électrifié dans un nuage et ça déclenche de la pluie aussi. Oui. Donc en fait, ça fait quasiment un siècle qu'il y a des tentatives que l'on peut qualifier de scientifiques pour déclencher la pluie. On voit donc avec la mort de Charles Mallory, le traitement est fini et on passe à cette fois-là la fabrication de la pluie de façon industrielle avec la pluviculture. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que à partir de cette découverte scientifique de Vincent Schaeffer, qui date de la Seconde Guerre mondiale, oui. À ce moment-là, il va être les militaires vont se rendre compte que ils ont une arme extraordinaire entre leurs mains. Oui. Et donc ils vont financer des recherches dans ce domaine. Pardon. Et donc en fait, c'est à partir de cette époque, donc maintenant ça fait quand même 70 ans, parce que tu vois la recherche qu'a faite Vincent Schaeffer, donc c'est en 1946. Donc la découverte qu'il a faite c'est en 1946.
Donc ça va bientôt faire 80 ans. Donc on peut imaginer que depuis ils ont perfectionné leur système. Oui. Et d'ailleurs, ce sont des systèmes qui ont même été utilisés en temps de guerre, puisque l'on sait par exemple que pendant la guerre du Vietnam, j'en ai parlé brièvement hier. Donc pendant la guerre du Vietnam, les Américains, donc de 1967 à 1972, donc les militaires américains ont essayé de faire pleuvoir pendant la guerre du Vietnam, de faire pleuvoir pour que la piste dont se sert l'ennemi, c'est-à-dire le Viet Cong, l'armée vietnamienne du Nord, pour que en faisant de la pluie, comme la piste est en terre et n'est pas goudronnée, ça génère de la boue et donc les camions militaires ne puissent pas circuler, qu'il ne puisse pas y avoir de ravitaillement, de munitions, de nourriture. Et donc en fait, on sait qu'ils vont faire entre 2600 et 2700 sorties d'avions, qui vont tirer environ 40 000 cartouches de façon à déclencher la pluie au-dessus de la piste Ho Chi Minh. En fait, c'est le nom qui relie le nord au sud et qui est un outil une route essentielle pour l'armée nord-vietnamienne. Autrement dit, les Américains déclenchent la pluie pour empêcher le mouvement de troupes vietnamiennes. Une pluie artificielle. C'est ça. C'est ça. Et j'avais eu... donc pendant 5 ans, c'est une opération... alors, le nom de l'opération, c'est l'opération Popeye. Et pendant 5 ans, c'est une opération qui va rester absolument confidentielle. C'est-à-dire que personne n'est au courant, à part évidemment les militaires. Alors c'est très étonnant parce que parfois on nous dit oui, mais il y a tellement de personnes qui sont au courant qu'à un moment ou un autre ça finit par sortir. Oui, on sait que sur ces opérations-là, il y avait à peu près 1 millier de personnes qui étaient au courant. Mais évidemment, ces personnes n'ont jamais trahi le secret. Bien sûr, parce que ça aurait eu des conséquences graves. Et en fait, finalement, ça va être connu. Et il va y avoir une audition confidentielle qui va avoir lieu au Congrès, où il y a le sénateur Claiborne Pell, qui va qui va convoquer des militaires américains pour qu'ils s'expliquent sur ce qu'ils ont fait, sur la modification du climat, non seulement pendant la guerre du Vietnam, mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi mené des opérations contre d'autres pays, et ils posent la question contre Cuba. Et en fait, cette audition confidentielle, c'est un journaliste très connu et qui a fait la une de l'actualité depuis l'année dernière, qui s'appelle Seymour Hersh. Tu sais, ce grand journaliste américain qui a révélé que qui a donné des détails sur comment les États-Unis avaient détruit Nord Stream 1 et 2, le gazoduc contre la Russie. Voilà. Et à l'époque, donc en 1974, c'est Seymour Hersh qui révèle ces auditions. Et j'avais eu un échange avec lui il y a quelques années, une quinzaine d'années à peu près, justement sur ce sujet de la modification du climat. Et donc en fait, c'est intéressant. Ils ont utilisé cette arme et nous le savons de façon officielle, puisque ce sont les militaires américains qui ont fini par le confirmer. Donc dès la fin des années 60, donc dès la guerre du Vietnam, ils ont utilisé la modification du climat comme arme de guerre. Patrick. Donc, oui. Lorsque tu parles ainsi, il y a un auditeur qui nous a peut-être capté pour la première fois. Parfois, ça me désole un peu, Patrick. Malgré toutes les démonstrations qu'on donne aux gens, les gens continuent de nous traiter de complotistes. Quelqu'un a dit hier que Patrick t'a écouté, peut-être la première fois, il a dit que tu es complotiste. Mais
ils ont tout à fait raison. Je veux dire, c'est leur droit de penser ce qu'ils veulent, et ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que moi, tu me demandes de parler d'un sujet, je parle de ce sujet. Oui. Après, s'il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre ce message, c'est pas très grave en fait. Un jour ils seront prêts, et tant mieux quand ça viendra. Ah oui. Et je vois, alors on va même, je vais alors du coup aller un peu plus loin. J'ai fait il y a une douzaine d'années un film qui s'appelle Bye Bye Blue Sky, qui traite du sujet des chemtrails. Oui, justement, et tu en parles, je sais pas si le temps le permettra, tu en parles dans ce livre-ci. Voilà. Oui. Voilà. Et donc, il suffit, donc merci à cet auditeur pour son témoignage, ou à cette auditrice pour son témoignage. Et donc, en fait, dès qu'on emploie le mot de chemtrail, immédiatement, nous allons entendre le mot théorie du complot, conspirationniste, blablabla, blablabla. Et je réponds toujours, en fait, nous avons en 1997, le Congrès des États-Unis demande à un organisme scientifique de tout premier plan, puisque c'est le National Research Council, de faire une étude sur ce que les militaires américains répandus dans le ciel et précédentes. Allô? Donc, allô, Patrick, tu m'entends? Oui, tu m'entends? Oui, c'est mieux maintenant. Oui. On t'avait un peu perdu. Tu disais? Voilà, je disais donc, en 1997, le Congrès des États-Unis, qu'on ne peut pas soupçonner d'être complotiste ou conspirationniste, donc le Congrès des États-Unis, en 1997, demande au National Research Council, donc c'est un organisme scientifique très réputé aux États-Unis, de faire une étude sur ce que les militaires américains ont répandu dans le ciel américain, donc aux États-Unis, pendant les 40 années précédentes. Oui. Et donc, le rapport est disponible, moi je l'ai lu, évidemment. Donc, le National Research Council donc, explique que les militaires ont répandu dans le ciel un mélange de cadmium-zinc, et ça depuis 40 ans, et au-dessus de villes comme Minneapolis ou Saint-Louis. Oui. Et ces substances étaient répandues entre autres par avion. Et d'ailleurs, je l'indique dans le livre, oui. Il y a notamment un épisode de Zorro, tu sais, oui. le héros masqué. Le héros masqué, oui. Zorro. Voilà, il y a un épisode de Zorro, donc le sergent Garcia poursuit, et les lanciers poursuivent Zorro, comme d'habitude. Et là, c'est très intéressant parce que c'est filmé en contre-plongée, c'est-à-dire qu'on fait de la terre vers le ciel. Et c'est manifestement c'est l'hiver puisque les arbres ont perdu leurs feuilles. Et le ciel est bourré de traînées d'avions, oui. Blanches. Or, cet épisode a été tourné pendant la seconde période, la seconde saison de Zorro, donc en 1956-57. Donc déjà en 1957, on voit dans cet épisode de Zorro le ciel bourré de traînées d'avions. Et donc en fait, quand quelqu'un dit oui, chemtrail c'est une théorie du complot, non, puisque c'est le Congrès des États-Unis qui fait faire une recherche sur ce sujet. Et à la même époque, il y a un article je le cite d'ailleurs évidemment dans le livre, c'est The Observer, donc qui est un journal anglais, qui va révéler que les militaires anglais ont fait la même chose et que non seulement ils ont répandu ce mélange de cadmium-zinc dans le ciel, mais qu'en plus ils ont répandu il y avait non seulement des produits chimiques toxiques, mais il y avait aussi des bactéries, des germes. Et en dessous, il y avait quand même des millions de personnes. Et ce que dit le journaliste, c'est que ont été constatés par exemple des taux de leucémie ou des femmes qui perdent leur enfant dans des proportions bien supérieures aux autres régions qui n'ont pas été touchées par ces expériences qui sont. Et là, c'est la Royal Air Force. C'est la Royal Air Force. Nous sommes là dans les années 1952.
Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que en fait, ça a duré 40 ans. Officiellement, ça a duré 40 ans, mais qui peut croire que ça s'est arrêté? D'ailleurs, qui peut croire? Je pense que dans ton livre, tu expliques que les mêmes épandages ont eu lieu en Allemagne, mais lorsque dans le livre, on voit les maladies causées par ces épandages, par ces chemtrails, les cancers, que ce soit de poumons. Oui, mais en tout cas en Angleterre, ils constatent des taux de leucémie, de cancer ou d'avortement qui sont bien supérieurs à ce qui se produit ailleurs. Et quand l'article va sortir, évidemment, la population va demander des explications, mais les militaires vont dire que, comme d'habitude, un secret défense. Donc, ils ne donneront aucune explication. Et puis, ce qu'ils vont dire, c'est que de toute façon, tout ce qu'ils font, c'est pour protéger la population. Oui. Nous pouvons douter. En tout cas, moi, je n'ai aucun doute. On demande, il faut vous tuer pour mieux vous protéger. On fait d'abord les essais sur vous. Ça ressemble un peu à ça. Oui. Et d'ailleurs, sur la pluie, nous avons puisque tu parles de 1952, il y a la catastrophe de l'Inmousse. Oui. Donc ça se produit au mois d'août. Il va tomber en 2 jours quasiment 1 mètre d'eau de pluie. Oui. Alors même si c'est l'Angleterre dont on sait dont on connaît le climat pluvieux, 1 mètre d'eau, c'est pas normal. En plus au mois d'août. Oui. À la limite, au mois de septembre. Même 1 mètre d'eau en 2 jours, c'est rare. Enfin, c'est quasiment, c'est du jamais vu ou presque. Et donc, ce qui va se produire, c'est que dans ce petit village qui s'appelle Lynmouth, donc c'est dans le Devonshire, sur ce village vont s'abattre des millions de tonnes d'eau, des milliers de tonnes de rochers qui vont faire une trentaine de victimes. Et tu l'as vu dans donc là, peut-être que oui, elle n'est pas dans ce livre. J'ai une carte postale du village qui est complètement détruit par ce qui s'abat sur donc ces millions de tonnes d'eau et de rochers qui s'abattent sur le village, qui font une trentaine de victimes. Et il faudra attendre 50 ans plus tard. Ça, c'est la BBC qui le révèle. Oui. En fait, au même moment, les militaires anglais sont en train de faire une expérience d'ensemencement des nuages juste au-dessus de la région. Et la BBC recueille un témoignage d'un militaire qui dit que en fait, c'était la Royal Air Force qui explique que justement, ça a déclenché tellement de pluie que eux, ils étaient en train de boire le champagne, de fêter leur réussite, quand ils ont vu les images aux actualités de ce village dévasté, de cette trentaine de victimes. Donc eux savaient très bien ce qui s'était passé, mais évidemment, ils avaient l'obligation de se taire parce que si jamais ils avaient révélé à cette époque ce qu'ils avaient fait, l'État aurait dû indemniser la population. Et ça aurait été un scandale national, c'est-à-dire que donc les militaires pratiquent des opérations qui peuvent conduire à la mort sur les populations. Ce qui était le cas de Lynmouth. J'aurais bien voulu qu'on continue à parcourir cet ouvrage extraordinaire, parce que on évolue, on découvre qu'avec les militaires, on arrive à provoquer les tremblements de terre, à provoquer les tsunamis, à dévier la vitesse des ouragans. On est capable d'affamer certains pays. Peut-être au lieu d'envoyer l'armée au sol, on provoque la sécheresse. Un mot par rapport à cela, Patrick. Je rappelle aux auditeurs que nous recevons ce matin Patrick Pazin, éditeur, documentaliste, auteur de plusieurs ouvrages, notamment celui que j'ai ici à main, L'arme climatique, la manipulation du climat par les militaires. Plusieurs auditeurs ont déjà commandé le livre. Je vous assure que d'ici 2 semaines, vous aurez ces ouvrages-là. Alors Patrick, avec l'entrée des militaires, tout est bouleversé, c'est le monde à l'envers. On peut provoquer les tremblements de terre, on peut provoquer les tsunamis, on peut dévier l'ouragan par exemple pour l'envoyer au Cameroun, détruire toute la ville de Yaoundé.
c'est grave, hein, les avions peuvent voler jusqu'à l'œil du cyclone en quelques minutes, sauf si on pourra revenir la semaine prochaine. Parle-nous-en, s'il te plaît. Oui, c'est-à-dire que en fait, toutes ces informations proviennent de rapports militaires. Oui. C'est-à-dire que effectivement, par exemple, quand on ouvre Wikipédia en français, sur le mot chemtrail, ils vont expliquer que c'est une théorie du complot. Oui. Mais c'est quand même très, très étrange, puisque il y a des rapports militaires qui confirment que notamment les Américains, mais pas uniquement, hein, les Soviétiques aussi ont fait ce genre d'expérience, oui. Et depuis très longtemps. Oui. Donc il y a des rapports militaires qui confirment, qui les confirment, mais on a encore effectivement par exemple Wikipédia qui dit que ce sont des théories de complot. En fait, on sait par exemple États-Unis qu'il y a eu le programme Cyrus. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme Cyrus? C'est en 1947. Ils vont donc après la découverte de General Electric de 1946, va se poser un problème, c'est que quand ils font neiger ce nuage, du coup se pose la question des responsabilités, parce que si tout d'un coup il tombe des tonnes de neige, ça peut abîmer des fermes, des habitations, des gens peuvent se retrouver bloqués chez eux, avoir même des conséquences mortelles, des accidents de la route, etc. Donc se pose la question de la responsabilité, et à ce moment-là, les avocats de General Electric disent à General Electric, il faut arrêter ça tout de suite, oui. Parce que les conséquences peuvent être, pour la compagnie, peuvent être terribles, d'autant plus que comme c'est une compagnie, c'est une société riche, eh bien, les avocats, c'est beaucoup plus facile de poursuivre une société riche, parce qu'on sait qu'elle pourra payer, oui. Que si c'était la petite société du coin qui n'a quasiment pas de capital ou de capitaux. Et donc en fait, à partir de 1947, ils vont faire donc les General Electric va passer un contrat avec le Pentagone. Ils seront uniquement prestataires, et c'est l'État fédéral, donc l'armée en l'occurrence, qui assume toute la responsabilité de ce qui va se passer. Oui. Et donc, ils vont essayer, et encore une fois, c'est documenté, puisqu'il y a eu un procès, on a des rapports, etc. Donc c'est pour ça que tu vois, des auditeurs ou des auditrices qui diraient, théorie du complot, ou théorie du complot, non, chers amis, puisque dans ce cas-là, ce qui s'est passé est la chose suivante. Il y a un ouragan qui se dirige vers l'océan Atlantique, force 4. Oui. L'échelle des ouragans va jusqu'à 5. Oui. Donc, c'est un ouragan d'une grande force. Alors, pas la force maximum, mais c'est un ouragan de grande force qui se dirige vers l'océan Atlantique. Oui. Donc, ils vont décider de l'ensemencer. Donc, un avion va voler au-dessus, va répandre alors à l'époque, je me souviens plus si c'est de l'iodure d'argent déjà ou de la neige carbonique. Bref, va répandre un produit chimique au cœur dans l'œil du cyclone, dans l'œil de l'ouragan, voilà, oui. Dans l'œil du cyclone, comme on dit. Et à ce moment-là, ce qui se produit, c'est que le cyclone change de direction, revient vers la Terre et va ravager la Géorgie. Ah bon. Et donc, du coup, il y a un procès qui est déclenché contre les autorités militaires, enfin contre le gouvernement fédéral. Et en fait, ce sont les militaires qui vont gagner. Bon, ce n'est pas une surprise, mais c'est eux qui vont gagner, parce qu'ils vont dire ils vont trouver qu'en 1906, donc 40 ans plus tôt, un autre ouragan a suivi exactement le même trajet. C'est-à-dire que quand je dis le même trajet, c'est-à-dire que il partait vers la Terre, vers l'océan Atlantique, oui. Et puis en cours de route, il a fait demi-tour. Et à ce moment-là,
ça leur permet de dire que eux n'y sont pour rien puisque ça s'est déjà produit. Oui. Et ça, c'est le principe de base de la manipulation du climat ou de l'environnement. Quand ils font ce genre d'opération, c'est très difficile à détecter, voire quasiment impossible. Et donc, quand ils déclenchent un tremblement de terre ou des précipitations, si on ne peut pas on ne peut généralement pas le détecter. Enfin, c'est très difficile de le détecter. Et dans ce cas-là, c'est une arme silencieuse. Patrick, je suis désolé, nous arrivons au terme d'entretien. Je souhaiterais, si le programme le permet, qu'on ait peut-être une heure encore la semaine prochaine, un seul jour la semaine prochaine, ça dépendra de ce qu'on va voir tout à l'heure, toi et moi, en off. Je rappelle aux auditeurs, vous pouvez trouver cet ouvrage, pas le seul, dans les prochains jours ici. Patrick va nous les envoyer. Je vous ai déjà donné une idée du prix pour ceux qui me contactent par les réseaux sociaux. Il y a Benoît qui est là depuis, il écoute rapidement une question de Benoît à Patrick. Approche-toi du téléphone là, Patrick. Benoît, je vais dire. Allons-y rapidement. Alors, bonjour Patrick. Bonjour Benoît. Je disais donc que les informations actuelles que les environnementalistes locaux ont du trou d'ozone fait état du fait que ce trou d'ozone a été découvert en 1985 par les experts. Mais à la sortie de l'émission d'hier là, le pasteur m'a fait état du fait que dans votre document, vous avez eu accès aux informations akashiques qui ont été déclassifiées par l'armée américaine, qui démontrent les vrais originaires, les vrais responsables de ce trou d'ozone. Pouvez donc nous apporter la confirmation de cette information ici en direct pour qu'on sache qui étaient les responsables de ce trou d'ozone et quelle était leur motivation? Merci. Très bien, merci pour cette question. Donc oui, pareillement, nous avons des rapports qui montrent qu'ils ont tenté de modifier la couche d'ozone. Et en fait, ils l'ont fait pour voir ce que ça faisait. Parce qu'on sait que la couche d'ozone est une zone qui est protectrice de la Terre, c'est-à-dire que elle protège de cette radiation très nocive du Soleil. En fait, s'il n'y avait pas la couche d'ozone, il n'y aurait quasiment pas de vie sur Terre. Et ils ont fait des expériences, on le sait, avec des lasers ou d'autres techniques, pour voir s'ils étaient capables de détruire la couche d'ozone au-dessus d'un pays. Et donc en fait, quand il est apparu que il y avait des trous dans la couche d'ozone au-dessus de certaines zones, évidemment il ne pouvait pas y avoir une confirmation que c'était les militaires américains qui avaient fait ça, parce que là l'humanité se serait dressée en disant mais arrêtez ces expériences parce qu'elles sont dangereuses, elles sont catastrophiques pour nous. Et alors du coup ils ont inventé le mythe du fait que c'était les déodorants qui étaient responsables du trou dans la couche d'ozone, les CFC. Et or, on a des scientifiques ont mesuré qu'il y avait d'importants trous dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Or, qui met du déodorant en Antarctique? Alors, je suis désolé, mais je n'ai pas la réponse. Donc, c'était incontestablement, il y avait une autre raison. Et donc, on a des rapports, des documents qui confirment qu'ils ont testé, mais en fait, ils ont testé tout ce qu'ils pouvaient. Là, effectivement, nous devons arrêter l'émission, donc peut-être nous pourrons en reparler une prochaine fois. Mais Patrick, tu peux avoir un peu de temps la semaine prochaine. Je sais que je me sens déjà honoré de prendre quelques heures de ton précieux temps. Je te dis merci pour cette confiance, merci pour cette amitié. Mais c'est pour informer les auteurs, l'Africain en général, parce que nous n'avons pas souvent accès, Benoît, à ce genre d'informations. Je pense que vraiment tu fais du bien à des milliers, de dizaines de milliers d'auditeurs camerounais et même africains, parce que c'était un coup sur les réseaux sociaux. Mais, ce sera ma conclusion d'aujourd'hui, puis nous continuerons dans une prochaine émission. Oui. En fait, je trouve que c'est presque rassurant de savoir que ce sont qu'une partie on va dire, des catastrophes naturelles sont peut-être
déclenchée par l'homme. Parce que ça veut dire que si nous sommes capables, enfin si certains sont capables de le faire, à nous de les arrêter évidemment, mais ça veut dire que sans doute un certain nombre de catastrophes n'auraient pas lieu s'il n'y avait pas la main de l'homme derrière. Oui. Et alors donc, dans la prochaine émission, nous verrons effectivement que ces questions n'ont absolument rien de complotiste, puisque comme nous l'avons vu, elles ont déjà été utilisées en temps de guerre, puisque pendant la guerre du Vietnam, pendant 5 ans, les Américains les ont utilisées dans l'opération Popeye. Et puis à côté, on a d'autres. Donc je disais, on a ce rapport qui a été donné à la demande du Congrès des États-Unis en 1997 sur les traînées d'avions sur les chemtrails. Donc, si les militaires américains ont répandu des chemtrails dans le ciel, c'est bien qu'il y avait bien une raison derrière. Oui. Il y avait des objectifs. Oui. Et HAARP, puisque nous en parlerons dans la prochaine émission, HAARP existe et tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à HAARP savent que c'est un programme qui est financé par l'US Air Force et l'US Navy. Oui. Donc c'est une HAARP en Alaska et ailleurs d'ailleurs, puisqu'il y a d'autres installations HAARP, sont des programmes militaires. Donc si ce sont des programmes militaires, c'est destiné à des fins militaires. Donc en fait, et HAARP, et ce sera le dernier mot, HAARP, c'est pour modifier l'ionosphère. Et ça, nous en reparlerons dans la prochaine émission. Patrick, merci beaucoup. Je rappelle aux auditeurs, vous pouvez toujours me contacter pour avoir les livres de Patrick dans les prochains jours. Patrick, merci. Merci à toi Franklin, merci à toute l'équipe et puis bien sûr merci à tous nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés pour cette émission et puis une prochaine émission. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Patrick.